Bonjour à toutes, à tous. J'ai un petit temps d'introduction. Chers lecteurs d'Améliorant la ville, alors nous accompagnons donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et entreprises dans les défis de transition, énergie, sécurité, santé, copropriété, bâtiment tertiaire. On va y revenir. Alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de ce webinaire. Benjamin Thaïs, notre rédacteur, m'accompagne pendant cette conférence. Benjamin, tu peux lever la main, peut-être on te voit. Alors, dans ce moment historique, le Covid-19 Hello. met à mal l'ensemble de la société. Nous sommes inquiets pour nos proches. D'ailleurs, c'est vrai que la phrase maintenant, portez-vous bien, c'est devenu une phrase qui a été adoptée par nous tous. Et même, on est toujours inquiet, même avec les signes de reflux de l'épidémie. Et pour la plupart, nous sommes encore confinés chez nous dans un geste citoyen barrière pour enrayer la propagation de ce triste virus. Alors, dans ce confinement, on ne peut que remercier les maîtres d'ouvrage et les acteurs du bâtiment qui continuent notamment à aller sur le terrain pour assurer que le système tienne, parce qu'effectivement, on vit dans nos bâtiments, il faut que la ventilation, l'électricité, la fibre optique et les autres éléments continuent à fonctionner correctement, l'eau, et je n'en cite que quelques-uns. Suite au discours d'Emmanuel Macron, la perspective d'un déconfinement progressif est maintenant à mettre en place. Ça, c'était lundi soir. Néanmoins, la reprise d'activité sera également progressive. On commence à le comprendre. Certains annonçaient de leur vœu pour une reprise tambour battant, mais ça ne sera sûrement pas le cas. Nous critiquons à juste titre une économie mondialisée, interdépendante, prédatrice de notre planète, une économie manquant cruellement de frugalité, mais c'est un autre sujet, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Sur par contre, un de ces points qui est l'interdépendance, on retrouve également le bâtiment avec les acteurs, les maîtres d'ouvrage, les habitants, les entreprises qui doivent travailler ensemble. Et c'est presque la célèbre devise de un pour tous et tous pour un qui pourrait faire nôtre dans les prochaines semaines. L'entraide et la bienveillance pour la reprise des travaux sera nécessaire. À titre d'exemple, un brin simplificatrice. Les maîtres d'ouvrage commandent les travaux, les habitants doivent ouvrir leurs portes, les entreprises agissent pour la rénovation, les diagnostiqueurs contrôlent la santé dans les immeubles et la filière amiante permet à chacun d'opérer en toute sécurité une interdépendance qui rend une reprise complexe. Alors avec le guide de l'OPP-BTP, on va en parler aujourd'hui pour la reprise de l'activité et celui des diagnostiqueurs immobiliers. De nouvelles méthodes de travail sont à mettre en œuvre, néanmoins contraignantes. Je n'en cite que quelques-unes pour lancer le débat, mais vous les connaissez toutes. EPI et matériel de respect des consignes sanitaires, désinfectants, lingettes, bon, la liste est longue. Points d'eau et savon sur les chantiers, chantiers, bungalows, bureaux avec des circulations qui sont revues pour respecter les gestes barrières. 1 mètre dans les véhicules de transport, ce ne sera pas simple à mettre en place. Un référent Covid dans les entreprises. Et puis, une fiche que doivent remplir, une enquête en 10 points que les entreprises doivent obtenir systématiquement de la part du particulier avec une signature. Et ça aussi, ça sera complexe à mettre en œuvre. Alors, ces nouvelles méthodes d'intervention entraînent une recrudescence aussi, entraîneront une recrudescence des risques traditionnels. Effectivement, nouvelles méthodes de travail, c'est des nouveaux risques traditionnels qui émergent de chantier, en particulier les risques de chute, ceux qui seront liés à l'électricité, aux engins, aux produits chimiques. Et donc, cette méthode de travail ne sera pas neutre aussi pour les autres risques. Alors, la question qui se pose, c'est comment mettre en œuvre ces nouvelles méthodes. Peut-on les mettre en œuvre maintenant? Le matériel manque pour les entreprises du bâtiment, pour les maîtres d'ouvrage aussi, comme tristement d'ailleurs pour nos soignants. Ainsi, pour traiter ces sujets, nous avons décidé de mettre en place un cycle de 9 webconférences sur la thématique du déconfinement et de la reprise des travaux. La première aujourd'hui concerne la reprise des travaux dans les logements collectifs. Et donc, on va parler de copropriété et de HLM, de logements sociaux. Alors aujourd'hui, les services de l'État et maîtres d'ouvrage référents, est-ce qu'ils seront la reprise avec nous et répondront à vos questions. On aura 2 temps donc sur cette conférence, une temps d'échange entre nous et puis après on prendra votre question
en fin de conférence. Donc, on réservera quand même un gros temps sur les questions-réponses. Benjamin va d'ailleurs vous poser une petite question pour vous montrer où vous pouvez poser vos questions. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour la CRAMIF, qui est la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Île-de-France, Marc Charrois, coordinateur des actions à amiante. Marc, vous pouvez lever la main comme ça on vous identifie. Voilà, il y a aussi les noms. Christophe Desplat, pardon, coordinateur activité BTP. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour la CRAMIF. Pour l'ARC, l'association des responsables de copropriété, Claude Pouet, directeur ARC Service, 15 000 adhérents à l'ARC. Pour l'USH, Union sociale de l'habitat, on est très content aussi de vous avoir avec nous, Alban Charrier, responsable du département politique technique. Je n'avais pas le nombre Alban, d'adhérents à l'USH. Un peu plus de 650 représentant 5 millions de logements. Un peu plus de 650 pour 5 millions de logements, donc ça c'est merveilleux. On a également la FIDI, la Fédération interprofessionnelle des diagnostiqueurs immobiliers, avec Lionel Jeannot. Bonjour Lionel, qui représente un millier de diagnostiqueurs à peu près. Plus de 650 entreprises et plus de 1000 diagnostiqueurs. Oui, un millier de diagnostiqueurs. Et malheureusement, on avait l'OPP BTP qui devait être avec nous, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais ce n'est que partie remise sur une prochaine conférence. Alors peut-être on peut initier un petit tour de table sur ces sujets. Juste un premier tour de table de présentation. Peut-être Christophe Desplat, je commence par la CRAMIF. Christophe Desplat, vous pouvez commencer par nous dire ce que vous faites au sein de la CRAMIF. Oui, tout à fait. Mais déjà, d'abord préciser que la CRAMIF, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Nous nous occupons des missions de prévention, de conseil et de contrôle sur les chantiers. En province, les caisses s'appellent des CARSAT. Les CARSAT font partie du réseau sécurité sociale. Donc, organisme de droit privé chargé de missions de service public. Nous ne sommes pas des services de l'État. À la CRAMIF, je m'occupe de coordonner les activités du BTP, notamment sur nos programmes traditionnels, mais aussi pour apporter des réponses techniques. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, merci à vous. Marc Charrois, peut-être vous pouvez enchaîner. Oui, bonjour à tous. Marc Charrois, je suis coordonnateur amiante à la CRAMIF. Donc, j'ai comme mission de coordonner les actions de prévention de la CRAMIF en Île-de-France. Et j'interviens également dans différentes instances pour la CNAM, notamment la certification des entreprises, et puis d'autres sujets comme la commission Cévalia, par exemple. Voilà. Très bien. Alban Charrier pour l'USH. Moi, au sein de l'USH, je suis responsable du département politique technique en charge des politiques techniques et en particulier toute la gestion de la problématique amiante. Voilà, donc vous maîtrisez bien ce sujet. Claude Pouet, on continue avec tout ce qui représente maîtrise d'ouvrage pour l'ARC. Donc, Claude Pouet, directeur de ARC Service. Nous sommes les défenseurs, de la maîtrise d'ouvrage dans l'habitat privé. Et comme tu l'as dit, nous avons près de 15 000 copropriétés adhérentes aujourd'hui, conseils syndicaux et syndics bénévoles. Et on les soutient sur tout ce qui concerne la gestion des parties communes. Voilà, donc on va être dans les parties communes. Et Lionel Jeannot pour la FIDI. Et peut-être d'ailleurs, on peut aussi commencer par toi, parce que vous avez sorti, Lionel Jeannot, je crois aussi un guide, alors peut-être qui vient d'arriver, qui est tout chaud sur l'intervention des diagnostiqueurs. Alors, oui, donc, je suis Lionel Jeannot, je suis président de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, l'organisme représentatif des diagnostiqueurs immobiliers le plus important du marché, sachant qu'on a une vraie volonté de représenter et à la fois les indépendants, qui sont très nombreux puisqu'ils représentent 70% du marché, les réseaux et les entreprises qui sont de taille moyenne et les très grosses entreprises nationales, de façon à avoir une image et une représentation générale du marché et de manière à pouvoir avancer ensemble. Depuis le confinement du 10 mars, qui est une révolution un peu pour tout le monde, et donc
qui a provoqué beaucoup de réflexions et puis une mise sous cloche de l'ensemble de la France, on s'est posé, comme tout le monde, pas mal de questions. D'une part, et la première, c'était de respecter le confinement. Et ensuite, de mettre en route une réflexion, et là, de dépasser la problématique, j'allais dire, des différentes fédérations, et de rassembler la filière, que ce soit la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, que ce soit des sociétés de diagnostic non affiliées, nous-mêmes, la FIDI, pour justement réfléchir et développer, mettre au point, échanger sur des protocoles pour pouvoir intervenir dans des milieux compliqués liés au Covid et puis se projeter sur une sortie du confinement. Et donc, depuis pratiquement le début du confinement, on a eu de cesse de se réunir tous ensemble pour sortir un protocole qui permette d'intervenir en fonction des risques, après une estimation des risques. Alors, on y reviendra peut-être plus tard, mais aujourd'hui, comme tu le disais, sort ce protocole général lié à la filière et qui va permettre de pouvoir intervenir, dans certains cas, d'intervenir pour les diagnostiqueurs et les opérations de repérage, et on pourra le développer un peu plus tard. Donc aujourd'hui, Lionel, pour Jeannot, pour la FIDI, pour bien comprendre, les diagnostiqueurs peuvent, avec ce guide, peuvent recommencer leur activité. Alors, aujourd'hui, avec ce guide, dans certains cas, et par exemple dans des locaux inoccupés de plus de 48 heures, des opérations de repérage ou de diagnostic peuvent être réalisées avec évidemment les gestes barrières et les différents EPI qui sont liés au Covid, pour en revenir sur les problèmes d'équipement, puisque là on est dans des logiques de recommander des équipements, puisque l'ensemble de la filière, elle aussi, a pratiquement donné dès le début ces équipements aux soignants, puisque vous le savez tous, ils en manquaient, et nous, de par notre métier, sommes équipés. Et donc, que ce soit le monde du repérage, le monde des laboratoires, le monde du désamiantage, tout le monde a été très volontaire et a donné beaucoup de ces équipements. Ce qui aujourd'hui, dans le cadre de toute la filière, du diagnostic jusqu'au traitement de l'amiante, pose des problèmes puisqu'on va devoir se rééquiper. Et là, peut-être que dans certains cas, on ne sera pas toujours équipé. On va revenir, Lionel, sur les équipements. Xavier, j'ai un peu une question, s'il vous plaît. Moi, je voudrais savoir si aujourd'hui on veut reprendre un chantier, nous en copropriété, si on doit faire de la recherche d'amiante ou de plomb, est-ce qu'on peut vous solliciter, vous faire intervenir? Moi, je veux des réponses précises, je ne veux pas de réponses précises. Est-ce qu'on peut vous faire intervenir? Alors, à question précise, réponse précise. Et en fait, l'opérateur de repérage s'adressera au maître d'ouvrage qui sera demandeur et demandera des questions précises, notamment l'occupation des locaux. Est-ce que les locaux sont occupés ou pas? Depuis quand ne sont-ils pas occupés? Et par rapport à une checklist prévue à l'avance, il va pouvoir analyser le risque qu'il est susceptible de prendre pour lui, mais comme pour vous, parce que l'important, c'est que je vous rappelle qu'il y a un risque pour les uns et pour les autres, et un risque de contagion. Et l'objectif est double. Et donc, c'est pour ça qu'on a une checklist précise qui correspond aux procédures, qui va permettre d'établir si l'intervention est possible en période confinée, parce que je vous rappelle qu'en ce moment, on est en période confinée, que le but, c'est de pouvoir travailler quand c'est possible. Mais quand, si vous me dites, ben voilà, mes locaux ou mes parties communes, enfin plutôt les locaux, sont occupés, on vous dira, monsieur, il est quand même préférable d'attendre la fin ma question portait sur les parties communes, vous l'avez compris, sur un ravalement, sur des interventions à faire sur ascenseur, où maintenant on demande du repérage amiante ou plomb. Est-ce que vous intervenez? Voilà. Alors, ce n'est pas dans les locaux, hein, je ne parle pas de… OK? Ouais, ou dans les appartements. Vous me parlez de parties communes, soit en extérieur sur un ravalement, soit sur un ravalement de cage d'escalier. Donc voilà, j'ai bien compris votre demande. Donc, on intervient s'il n'y a pas eu de… Effectivement, c'était occupé. On intervient à partir du moment où les locaux sont vides. Donc, si les parties communes sont vides,
On a des prérequis qui vont estimer que les locaux devront être vides ou occupés sur une logique moyenne de 200 mètres carrés pour une personne. Donc, ça veut dire que sur des parties communes, il y a possibilité d'intervenir. Oui, mais tout ce qui est en extérieur, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, vous pouvez intervenir, tout ce qui est façade. Il n'y a pas de problème à partir du moment où on sait qui fréquente le chantier. Si sur le chantier, il y a des équipes qui interviennent déjà, on devra le savoir de manière à ce que la coactivité ne pose pas de problème. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Ok. Donc, Alban Charrier pour l'USH, mais on va revenir, Claude Pouet, pour l'ARC sur ces sujets-là. Et merci d'être précis parce que c'est ce dont on a besoin, c'est de questions précises pour des réponses précises, parce que beaucoup de personnes dans le public, on a beaucoup de maîtrises d'ouvrage aujourd'hui qui se posent des questions pour savoir comment ils peuvent reprendre leurs travaux. Alban Charrier, vous, pour l'USH, est-ce que vous avez défini une sortie une reprise d'activité, une reprise des travaux? Comment vous voyez les choses? Nous, les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, on est soumis à deux questions. Il y a les entreprises qui demandent à reprendre, plus souvent les petites entreprises, parce qu'elles ont des besoins de trésorerie. Et là, on partage les préconisations du guide de PVTP. Donc, ce qu'on a préconisé à nos adhérents, c'est d'avoir une réunion avec l'ensemble des acteurs pour les chantiers relativement importants où on a des CSPS et des maîtres d'œuvre, c'est de réunir l'ensemble des équipes pour faire l'analyse de risque commune qu'on doit tous faire et après prendre les dispositions et vérifier si on peut ou on ne peut pas intervenir. On priorise principalement les reprises sur les chantiers où on limite au maximum la coactivité, mais ce qui a été dit aussi par la FIDI, dès qu'il y a moins de coactivité, mieux ça sera. Là, les chantiers qui permettent la distanciation sociale ou les chantiers aussi qui sont plutôt en fin d'opération. On a des chantiers qui étaient en phase de réception qui sont à l'arrêt. Donc, c'est les premiers chantiers vers lesquels on va aller. Certains bailleurs ont défini avec leur maîtrise d'œuvre, leur CSPS et l'entreprise une réorganisation du chantier permettant l'intervention successive des lots plutôt que de la coactivité. Donc, on regarde au cas par cas, enfin, ce que disait aussi très bien la FIDI, c'est vraiment des sujets au cas par cas. Nous, on est bien évidemment partant pour la reprise d'activité, dans le respect des gestes barrières, dans le respect de la sécurité des intervenants, à la fois des intervenants entreprises, mais nos personnels, bien évidemment, qui sont sur le pont pour, ce que vous disiez dans l'introduction, maintenir, et ce n'est pas toujours facile, le fonctionnement de nos immeubles sur l'ensemble du territoire, mais aussi la sécurité de nos occupants. Oui, donc si on regarde maintenant du côté, merci Alban Charrier pour cette précision-là sur, juste peut-être une précision, par contre les travaux qui sont dans les logements, ça reste encore dans un autre sujet, parce que vous gérez aussi les interventions à l'intérieur des logements, à la différence des copropriétés. Dans ce cadre-là, ce qu'on voit et ce qu'on vit en fait, c'est déjà l'occupant par lui-même a modifié son comportement. L'ensemble des bailleurs ont des systèmes d'astreinte et d'appels pour traiter les réclamations. Les appels de nos occupants ont très fortement baissé. On note une vraie résilience de la part de nos habitants par rapport à cette situation-là et ils annulent assez facilement les interventions qu'ils ne considèrent plus urgentes. Donc, dans le cadre des logements, on va traiter vraiment l'urgence, la fuite d'eau, la panne de chauffage individuel, une panne complète d'électricité. Mais on s'aperçoit que une urgence pour nos habitants il y a quelques mois, quelques semaines encore, le devient beaucoup moins puisque, comme tous les Français, ils veulent se protéger et essayer d'éviter des contacts inutiles. Sur le logement, on intervient vraiment et les demandes sont vraiment liées à d'extrêmes urgences. Ok. Donc pour la CRAMIF, alors, donc je continue mon tour de table. Je crois savoir, au-delà du guide qui a été sorti avec le PPVTP pour la reprise des travaux pour les entreprises, je crois savoir que vous travaillez également sur l'élaboration de fiches d'intervention des entreprises sur la reprise des chantiers. Qu'est-ce que sont ces fiches? Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Je vais m'exprimer pour la CRAMIF. Effectivement, en fait, hein, la CNAM, dans son ensemble, avait été sollicitée par le ministère pour l'élaboration du guide qui a été fait pour donner un avis sur l'élaboration du guide qui a été réalisé par l'OPPBTP. Et dans le même temps, on s'est interrogé comment aider en complément de ce guide et non pas, bien sûr, en contradiction. Donc, en s'appuyant sur le guide réalisé par l'OPPBTP, le réseau de l'assurance maladie risque professionnel, mes collègues des différentes caisses et nous-mêmes à la CRAMIF avons planché sur quelques documents qui seraient susceptibles d'aider notamment les maîtres d'ouvrage. Nous avons préparé des courriers de conseils à destination des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des coordonnateurs SPS et puis également des entreprises et préparer quelques fiches pratico-pratiques. Alors nous nous lançons dans une collection de fiches. Actuellement, nous avons réalisé quelques fiches pour des types d'ouvrages, logement-bureau d'une part, pour des ouvrages industriels ou pour la construction de maisons individuelles. Nous réfléchissons pour effectivement produire aussi des documents d'aide pour les chantiers, les interventions en site occupé, notamment, et ou des interventions sur lesquelles de désamiantage ou d'enlèvement de plomb. Ces fiches, elles sont structurées en trois parties. On insiste sur les mesures générales d'organisation. En fait, la réglementation française n'est pas si mal faite que ça, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il existe dans bien des cas soit la loi sur la coordination, soit la loi sur les plans de prévention lorsqu'une entreprise intervient, une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice. Et cette réglementation prévoit des réunions de coordination, des visites communes d'inspection, une concertation, généralement en mobilisant aussi les représentants des salariés. C'est important parce que c'est eux qui vont devoir mettre en œuvre en fait ces fameux gestes barrières. Il faut avoir leur avis sur la faisabilité de ce qu'on leur demande. Il ne s'agit pas non plus de faire du papier et des bonnes intentions pour le plaisir. Et puis, cette fiche, dans cette partie-là, rappelle qu'il est important, à terme, peut-être pas le jour de la reprise, mais aussi de contractualiser entre les maîtres d'ouvrage, les entreprises, parce que les interventions changent, les délais risquent d'être rallongés, mais il va falloir aussi peut-être mettre en œuvre des mesures techniques d'organisation qui conviendra de prendre en compte. Alors, ça fait le lien avec les deuxièmes types de mesures, des mesures organisationnelles, excusez-moi, que nous préconisons pour favoriser la distanciation sociale. En particulier, on a vu souvent dans la presse les chefs d'entreprise qui s'interrogeaient en disant mais comment est-ce qu'on fait pour respecter une distance d'un mètre minimum entre les participants s'il faut également porter des charges à 2 ou à 3. Eh bien, nous insistons beaucoup sur autant que faire se peut sur les chantiers de moyenne ou de grande importance, mais aussi une réflexion sur les petits chantiers comme chez les particuliers, de façon à ce qu'on puisse mécaniser les approvisionnements et avoir le moins possible de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, de rupture de charge. Ça sous-entend une coordination entre les différents acteurs, entre le maître d'ouvrage, les conseils du CSPS, les conseils du maître d'œuvre, les différentes entreprises qui interviennent. Et puis, bien sûr, après, les mesures d'hygiène que nous pouvons, alors non pas recommander, les gestes barrières sont définis, mais traduire en termes opérationnels sur les cantonnements, je vais prendre juste un petit exemple, si vous voulez. Si vous voulez que les gens puissent se laver les mains régulièrement, il faut bien sûr qu'il y ait tout ce qu'il faut dans le cantonnement, mais si vous voulez éviter qu'il y ait une concentration de personnes qui reviennent se laver les mains régulièrement dans le cantonnement ou qui n'y aillent pas parce que c'est trop loin, eh bien, c'est de réfléchir à la multiplication des points d'eau qui vont permettre un lavage des mains avec mise à disposition de savon, poubelle et papier pour s'essuyer les mains et jeter le papier. Sur un bâtiment, ça va être sur
des points d'eau à tous les étages ou un étage sur deux. Sur des chantiers de TP linéaires, eh bien, ça va être des points d'eau tous les N mètres ou centaines de mètres à définir. Voilà, des choses pratiques, si vous voulez, qu'on essaie de rappeler aux entreprises pour que concrètement, elles puissent traduire dans les faits les mesures qui sont proposées par le guide OPP-BTP. Okay. Merci Christophe Desplat pour cette précision. Alors si on fait un focus amiante, mais on va revenir sur tout ce qui est maîtrise d'ouvrage parce que j'ai des questions à vous poser. Si on regarde si on fait focus amiante, Marc Charrois pour la CRAMIF, aujourd'hui les entreprises, parce qu'on voit qu'on fait des travaux, avant de faire des travaux, il faut quand même faire des repérages d'amiante. Hein, je parle sous le contrôle de la FIDI, hein, sous ton contrôle Lionel Jeannot, on fait des repérages d'amiante. Si on trouve de l'amiante, eh ben, il faut traiter l'amiante et on est un peu bloqué hein, si on ne peut pas avancer. Et donc, du coup, au niveau des entreprises de traitement de l'amiante aujourd'hui, est-ce qu'elles sont à l'arrêt? Est-ce qu'elles sont reprises? Quelles sont les conditions pour qu'elles reprennent? Il y a eu des précisions qui ont été données par la Direction générale du travail sur les chantiers de désamiantage. Il était question, tant que faire se peut, bien sûr, de stopper ces chantiers de manière à ce qu'on puisse finalement résoudre le problème du Covid-19 par, disons, des interventions peut-être très ponctuelles sur tout ce qui est surveillance chantier. Pour les chantiers qui n'ont pas pu être arrêtés, par exemple ceux qui étaient sous confinement dynamique, il y avait des procédures à mettre en œuvre pour maintenir éventuellement ce confinement si le chantier ne pouvait pas être arrêté. Aujourd'hui, de ce que j'en sais, les entreprises de désamiantage aussi, bien sûr, voudraient reprendre leur activité. Maintenant, ils bénéficient peut-être par rapport à d'autres activités de moyens de protection pour se prémunir de l'amiante qui sont compatibles avec la prévention du Covid-19. Maintenant, il y a toujours la problématique de gestion des gestes barrières également dans les chantiers de désamiantage, notamment pour les bases vies, les zones d'approche, les zones de récupération. Ils sont également confrontés. Je pense que le CIRTA, donc le syndicat des entreprises de traitement de l'amiante, a établi également un guide qu'ils tiennent à jour en fonction des connaissances de l'évolution du partage cumulé des connaissances avec les organisations professionnelles et notamment le guide OPP-BTP. Et je pense que si les entreprises peuvent se tourner vers leur organisation professionnelle, on le voit avec le témoignage de Lionel Jeannot et de la FIDI, c'est très intéressant de pouvoir capitaliser justement les informations des entreprises au travers d'un guide ou par échange direct entre les entreprises. Pour ce qui est des interventions chez les particuliers, notamment par exemple dans les logements collectifs, bon, il y a des préconisations du guide OPP-BTP avec un questionnement préalable, hein, comme vous l'avez évoqué, auprès du maître d'ouvrage sur la faisabilité de l'intervention ou pas. Oui, j'avais une question pour vous. Je vous appelle maître d'ouvrage pour l'ARC et pour donc, Claude Pouet et Alban Charrier pour l'USH. Aujourd'hui, on voit que effectivement, finalement, pour reprendre ces travaux, pour réintervenir, il faut installer des points d'eau. Il y a des choses aussi que doivent mettre en place les maîtres d'ouvrage. Les gardiens, sûrement, et employés d'immeubles, quand il y en a, ils vont jouer un rôle sûrement central aussi dans cette organisation et cette reprise des travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Alban Charrier, pour commencer par vous, il y a des choses qui ont été mises en place, en tout cas des consignes qui ont été données pour que les entreprises puissent venir, puisque finalement, elles sont bloquées. Je disais en préalable tout à l'heure, un pour tous et tous pour un, c'est que tout le monde a besoin des autres pour qu'on puisse effectivement recommencer à produire les travaux. C'est un peu ce que je disais en préambule, c'est du cas par cas. Nous, on valide et on pousse l'idée de reprendre les travaux dans les conditions de sécurité et pour l'ensemble des intervenants. Donc, c'est à chaque fois des cas particuliers. Là, on n'a que des cas particuliers. Sur les très grands chantiers base vie importantes, on a déjà les équipements. Ce qui va être décidé avec les CSPS, les maîtres d'œuvre, c'est comment on organise
c'est ce que disait M. Desplat, c'est comment on organise le chantier pour limiter la coactivité, pour faciliter la distanciation sociale. Donc, à chaque fois, ça va être un cas particulier. Nous, on a demandé à nos maîtres d'ouvrage d'échanger de manière la plus ouverte possible avec l'ensemble des acteurs. Donc, la maîtrise d'œuvre quand il y en a ou l'entreprise directement, avec une démarche solidaire et avec la volonté, bien évidemment, de trouver des solutions. Il restera, je regardais les questions dans le cadre de la partie conversation, il y a des questions de coûts qui vont arriver, il y a des questions d'organisation, d'arrêt de chantier. Les arrêts de chantier, aujourd'hui, il y a… Oui, on peut en parler des questions de coûts. Je vous coupe. Aujourd'hui, effectivement, il faut du matériel supplémentaire. C'est des contraintes supplémentaires en termes d'intervention. Et aujourd'hui, la question qui se pose, peut-être que je peux faire, juste avant que vous répondiez, mais je vais faire venir Jean-Michel Catrin, là, qui va nous parler, faire un petit focus, voilà, qui va nous faire un petit focus sur les EPI, parce qu'effectivement, le matériel coûte plus cher, manque. Jean-Michel Catrin, merci d'être venu avec nous. Il faut valider le micro. Il faut ouvrir le micro. Voilà. Peut-être on avait dit que tu viendrais 2 minutes pour nous parler des EPI, parce qu'effectivement, on voit que c'est un élément essentiel pour reprendre ces chantiers. Oui, alors bon, je vais essayer d'être rapide. C'est vrai qu'il y a une inquiétude assez importante sur la disponibilité de certains équipements. Juste pour faire un petit point de situation, donc c'est vrai que tout ce qui tourne autour de l'amiante, ce sont des équipements qui sont très très proches de tout ce qui tourne autour de la santé. Et comme Lionel l'a dit, la plupart des diagnostiqueurs ont notamment déjà fait don de leur matériel, et c'est vrai que à cause de ceci, tout ce qui tourne autour des combinaisons, des gants, des masques, c'est un vrai problème. Il y a également donc les besoins de pays, on va dire un petit peu nouveaux, puisque les guides de bonne pratique qui sont sortis, qui ont été cités, font apparaître, par exemple, je vais prendre un exemple, l'utilisation dans certaines situations d'écran facial. Un écran facial aujourd'hui, ce sont des produits qui sont utilisés dans très peu de configurations, notamment par exemple pour les électriciens, et que s'il y a beaucoup d'autres professions qui doivent utiliser de l'écran facial, eh bien, il y a une demande très très importante sur ce type de produit, et qui est une multiplication par 20 ou 50 ou 100 par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en termes de production ou en termes de disponibilité dans les réseaux d'approvisionnement. Et c'est vrai que les réseaux aussi, pour certains, ont complètement arrêté leur activité. Je sais que par exemple les fournisseurs d'équipements pour la filière de désamiantage ou de diagnostic de repérage ont arrêté leur activité, principalement par faute de clients, mais également par faute d'approvisionnement. Donc là, on participe avec les différentes fédérations, et notamment au fur et à mesure que les guides s'affinent, pour voir exactement quel type de matériel est nécessaire dans le domaine de l'EPI, dans le domaine de l'hygiène, et également dans le domaine de la mesure de température corporelle, puisqu'il y a certains donneurs entreprises qui demandent de faire des contrôles de température sur le personnel, et toutes ces filières sont tendues. Donc on travaille avec d'autres entreprises à reconstituer des filières d'approvisionnement. Je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Petit à petit, il y a de l'offre qui va apparaître chez les différents fournisseurs, mais les 15 prochains jours vont rester très très compliqués, et donc je pense que aujourd'hui, les entreprises qui vont devoir intervenir sur des chantiers vont devoir travailler soit avec le stock disponible chez eux ou chez leurs distributeurs, avant qu'il y ait une véritable offre de nouveaux approvisionnements qui va se faire, je pense, d'ici la fin du mois sur un certain nombre de ces sujets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir plein de sujets différents, mais il y a clairement une tension sur les disponibilités, mais également sur les prix. Aujourd'hui, les prix des combinaisons qui sont utilisés dans le domaine de l'intervention dans les chantiers de désamiantage ont été en gros multipliés par 20 à la source, c'est-à-dire à la fabrication en Chine. Et donc, on va arriver à des prix probablement complètement, on va dire, délirants. Et après, il faudra effectivement voir dans quelle mesure ça va être supportable par la totalité de la filière, avant que ça revienne, puisque on sait qu'il y a par contre un énorme travail qui est fait par les producteurs, aussi bien en France qu'à l'étranger, pour
pour reconfigurer des usines pour produire ce type de matériel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de la production d'écrans facial qui est en train de se faire, il y a de la production de gel hydroalcoolique, il y a de la production de masques, et tout ça, très rapidement, on va en voir les effets. Sur des produits type combinaison, selon les normes actuelles pour le désamiantage, aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose se passer, et donc il faudra peut-être aborder ce sujet plus spécifiquement. Voilà. Merci Jean-Michel pour ce témoignage. Jean-Michel Catrin Testouno, donc effectivement, vous êtes spécialisé aussi sur les EPI. On a Sophie Claus, comme ça on aura ce point de vue aussi des autres acteurs de la filière qui sont essentiels à ce fonctionnement. Sophie Claus-Rofin, merci à toi d'être avec nous. Je voulais avoir un petit focus aussi sur les laboratoires parce qu'on voit que effectivement les opérateurs de repérage, les entreprises font des prélèvements, amiantes ou d'autres d'ailleurs. Est-ce que les laboratoires aujourd'hui traitent ces analyses et comment va se faire cette reprise? Alors, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la principale préoccupation de l'ensemble des laboratoires, en tout cas chez Eurofins, c'est comme mes confrères, ça a été de mettre en place tous les respects des directives gouvernementales. Donc, on est on a fait tout ce qui est évaluation des risques. Tous nos labos fonctionnent, ou en tout cas, on reçoit la totalité des échantillons. Le mot d'ordre, c'est de suivre nos clients. Donc, dans le respect des distanciations sociales, dans le respect de la protection de nos salariés en premier lieu, et puis de nos clients qui peuvent venir déposer, mais avec des SAS, avec tout un tas de protocoles qui ont été mis en place pour valider la sécurité de tout le monde. On reçoit tous les labos à partir du moment où on a pu mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires sont ouverts. On a aussi privilégié le télétravail pour tous ceux qui n'avaient pas besoin d'être dans les labos. Donc, on analyse aujourd'hui, en tout cas, on répond à nos clients. Donc, je ne dis pas qu'on a la réactivité, surtout la souplesse qu'on peut avoir en temps normal. Mais en tout cas, on essaie, on sait que là, on a entendu les besoins qu'il peut y avoir de faire quand même des opérations. Et on traite les échantillons dans la mesure du possible avec la réactivité qu'on peut avoir dans le respect de tout ce qui est autour de nous. Voilà, merci Sophie pour ce point de vue. C'est rassurant de voir que les laboratoires peuvent intervenir aussi. Alors je reviens, Sophie, je t'ai repassé en tant que spectateur. Je reviens à vous, Alban Charrier pour l'USH. On parlait de tarifs, hein, je reviens sur ce sujet. C'était un peu ce point-là. On voit que le coût des EPI augmente, des contraintes. Et donc du coup, effectivement, ça pose cette question d'interventions qui sont plus onéreuses et donc qui prend en charge ce coût. Ça vaut aussi pour cette question, elle vaut aussi pour l'ARC. Hein. C'est comment on fait, qui prend en charge ce coût. Et puis j'avais une autre question après sur l'avenir des travaux. Mais aujourd'hui, je pense que la réponse elle n'est pas encore connue. Tout le monde, je pense, aimerait que ça soit l'autre qui prenne le coup, mais ce qui est pas possible. Si le maître d'ouvrage prend 20% d'augmentation sur ces opérations, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins 20% de capacité pour faire plus tard, et on aura d'autres sujets. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à savoir qui porte le coup, on est plutôt à savoir quel est le surcoût éventuel, quels sont les postes de coût dans une opération de travaux qui sont concernés par l'augmentation et qui sont impactés par le Covid-19. L'USH travaille avec les fédérations professionnelles, les grandes fédérations professionnelles de la filière sur ce sujet-là, et avec l'administration, il y a des échanges qui sont en cours. Et la première étape est bien de définir tous ensemble et se mettre d'accord sur les postes de surcoût. Évidemment, il y a des choses très, très évidentes et des coûts directs très, très évidents. L'augmentation de certaines EPI décrites dans les guides, ça fera des coûts complémentaires. Il est clair que si on peut mettre que 50 personnes dans une base vie qui était dimensionnée pour 100, le coût sera plus important. Donc ça, c'est une phase qui est encore en cours. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui va se finaliser dans les jours qui viennent. Mais il y a aussi des coûts indirects. Et ce que nous, maîtrise d'ouvrage, on fait passer aussi à l'ensemble de la filière construction, c'est qu'on identifie assez facilement les coûts directs liés au guide au PVTP et liés au fait on va perdre de la productivité, donc on va allonger les chantiers, donc une immobilisation de matériel, une immobilisation de base vie.
Il y a aussi des coûts indirects que la maîtrise d'ouvrage porte. Très clairement, dans les opérations, on a du CSPS, on aura des missions complémentaires, puisque quand on regarde le guide de PVTP, on demande une analyse de risque nouvelle, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on a un risque nouveau, le Covid, on va faire une analyse de risque nouvelle, donc un PGC nouveau, donc les PSPS nouveaux. Donc il y a des missions complémentaires pour certains acteurs. Si les chantiers s'allongent, il y aura des missions complémentaires. Ça, c'est des coûts indirects, mais pour nous, maîtrise d'ouvrage aussi, on a des coûts indirects qui ne sont pas vus peut-être, mais lorsqu'on fait une opération de construction, on a un portage financier du foncier et nos financements. Et donc, si on allonge la durée, on va avoir des coûts complémentaires. Nos opérations sont équilibrées en partie avec des recettes de loyer à une date précise. Si on décale, on va avoir des augmentations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qui portera les surcoûts, c'est une question qui est encore un peu lointaine. D'abord, identifions tous ensemble les surcoûts pour chacun des acteurs, mettons-nous d'accord sur cette liste, et sans déflorer de secrets, je pense que ce que disent les organisations professionnelles, à la fois de la construction, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, c'est que de toute façon, ça ne pourra pas être porté que par la filière. On a besoin que l'État s'investisse dans ce sujet-là. Il y a très certainement il y a des solutions fiscales. On peut parler de la TVA. Est-ce que si les travaux reprennent, c'est-à-dire qu'on va recréer de la TVA alors qu'il n'y en a pas aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir un effort particulier pour faciliter la reprise? Donc voilà. Je pense que nous, on est très ouverts à la discussion. L'autre chose que je voulais aussi faire aussi, ça se passe au niveau très local aussi. On a des démarches qui sont locales en région. Il y a la région Hauts-de-France qui est en train de discuter d'un protocole commun avec l'ensemble des acteurs de la filière et avec l'État. La région Bretagne le fait aussi. Midi-Pyrénées commence. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de solution nationale. Il y a des cas par cas. Il y a des contextes d'opération entre les entreprises et le maître d'ouvrage. Il y a des habitudes de travail. Voilà, quand on est là, on travaille, nous, précisément sur la liste des postes aujourd'hui. On entend tous les surcoûts indiqués par la profession et qu'on peut comprendre, mais on va d'abord travailler sur la liste des postes et se mettre d'accord sur cette liste, et après, on chiffrera avec des exemples réels. Bien sûr, non, mais c'est intéressant que vous fassiez part aussi de votre point de vue, parce que finalement, ce qu'il faut essayer aujourd'hui, c'est décloisonner. Chacun voit ses surcoûts, mais aussi a tendance à oublier les coûts qu'il peut y avoir par les autres opérateurs. Et vous en avez bien entendu aussi qui sont induits. Je voulais poser une question et on reviendra après à Lionel Jeannot. Je voulais poser une question à Claude Pouet aussi à la fois sur ses coûts, mais aussi si on voit l'avenir. On sait que les assemblées générales ont été reportées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût qu'il y a pour les entreprises, les entreprises ont été à l'arrêt, perte d'activité, on voit bien ce qu'il y a, une difficulté à mettre en place les chantiers, donc une baisse d'activité aussi à venir. Proches, des surcoûts qui vont arriver, mais comment on se projette dans l'avenir? C'est-à-dire que comme les assemblées générales ont été repoussées, qui devaient aussi voter des travaux, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi un double effet qui se coule, si je peux utiliser ce terme, que dans un an, il y ait moins de travaux parce qu'il n'y a pas de vote qui aura lieu sur les chantiers que Claude, je me demandais si l'ARC allait pouvoir s'exprimer. Donc j'ai la parole, là, je la prends maintenant pour 2 heures. Désolé, mais non, enfin, nous, il faut savoir, même, vous savez, on défend des positions assez radicales. On est pour le respect de toutes les mesures sécuritaires qui sont préconisées par le guide. Et je vois qu'il y a beaucoup de demandes par rapport au guide sur les diagnostiqueurs. Donc, on est preneur, si on peut l'avoir en communication. Moi je ne l'ai pas encore eu. Et puis, tout autre guide. Et on veillera à ce que les maîtres d'ouvrage privés respectent ces mesures. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour redémarrer ou poursuivre des chantiers, il faut qu'il y ait tous les acteurs. Et donc, chez nous, dans l'habitat privé, contrairement à ce que dit M. Charrier, c'est que nous, on a les syndics et aujourd'hui qui sont aux abonnés absents. Donc, reprendre un chantier sans avoir tous les acteurs, c'est-à-dire le syndic, le maître d'œuvre, le CSPS, tout ça, c'est très difficile. C'est très difficile de reprendre. Donc, ça, c'est la première problématique. Donc, reprendre les chantiers alors qu'il n'y a pas tous les acteurs, alors qu'il y a des entreprises qui souhaitent reprendre le chantier. Et si vous voulez, s'il n'y a pas le maître d'œuvre, s'il n'y a pas si on ne peut pas faire les diagnostics, d'où ma question de tout à l'heure en amont, on ne peut pas redémarrer. Bon, alors, l'autre point, et vous savez que nous, à l'ARC, on y est très vigilants, et il y a beaucoup de questions, puisque j'ai observé les questions, c'est l'incidence financière.
qui va supporter les coûts, hein. Alban en a parlé là, tout à l'heure, mais si vous voulez, qui va supporter les coûts? Nous, on défend l'idée que ce n'est pas aux copropriétaires, aux syndicats de copropriétaires de supporter les coûts. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut bien tracer qui est responsable si un chantier n'a pas redémarré, si un chantier s'est prolongé, ou tout ça, hein. Nous, ce qu'on dit, c'est que les maîtres d'ouvrage privés, ils sont responsables de la sécurité. Il faut qu'ils veillent à fournir des points d'eau, enfin, les mesures préconisées par le guide. Mais ce n'est pas à eux de décider la suspension d'un chantier, hein. Donc, mais si vous voulez, s'il n'y a pas tous les acteurs, donc il y a cette problématique. Et qui va supporter l'incidence financière? Il y a eu plusieurs questions posées, hein. C'est 20% qui sont à peu près annoncés là, donc, sur le coût en plus. Qui va supporter le fait qu'un échafaudage, on va être obligé de le garder 3 mois au lieu de 2 mois, hein, etc., etc. Vous voyez, donc nous, l'ARC, on est très vigilants sur ce point et on essaie de voir comment ça va se gérer, quelles sont les mesures qui seront prises pour que les copropriétés, hein, il y ait moins d'incidence possible sur le plan financier au niveau des copropriétés. Donc après, ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, à part les interventions d'urgence, à part des travaux réalisés par une seule entreprise, c'est-à-dire où il n'y a pas de coactivité, où c'était bien bordé avant, où il n'y a pas de maître d'œuvre, je dirais, ou de CSPS, là, les chantiers redémarrent, hein, dans le respect donc, des mesures sécuritaires. Pour le reste, aujourd'hui, on ne sait pas trop comment, et tout ça, ça va redémarrer. Est-ce que tous les acteurs vont se coaliser pour pouvoir démarrer ensemble? Voilà, donc là, de ce côté-là, par rapport à ta question sur l'avenir, comment on va redémarrer, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à travailler et à définir pour que tout le monde redémarre en même temps, vous voyez, de façon coordonnée, tout en respectant, hein, les mesures sécuritaires qui nous seront imposées. Oui. Juste pour ce focus sur lequel j'avais parlé des assemblées générales qui ont été repoussées, hein, parce que là aujourd'hui, dans les copropriétés, les décisions sont repoussées, donc on peut imaginer un impact aussi sur la prise de position pour les chantiers à venir. Exact. Alors, les assemblées générales sont reportées de 6 mois, c'est-à-dire celles qui devaient se tenir d'ici le 30 juin, hein, sont reportées jusqu'à la fin de l'année. Donc, il est clair qu'il y a des prises de décision sur des gros chantiers, hein, qui devaient être faites là, en mai-juin, puisque c'est la grosse période de tenue des assemblées générales, c'est le 2e trimestre de l'exercice en cours. Tout ça, ça va être reporté à la fin de l'année. C'est sûr que ça va retarder le démarrage de nouveaux chantiers, hein. Parce que je crois qu'il faut bien distinguer de la problématique, c'est le démarrage de nouveaux chantiers, hein, et ça va être retardé par ce décalage des assemblées générales, hein, et la reprise des chantiers en cours, hein, qui est une autre problématique. Oui, Alban, vous vouliez préciser quelque chose, et oui, Christophe après. Par rapport à ce sujet-là de la reprise si on donne un peu de perspective et un peu d'optimisme, on a le même sujet, hein, sur la partie maîtrise d'ouvrage professionnelle, sur qu'est-ce qui va se passer après. Vous avez dû le voir dans les premières ordonnances, qui doit être celle du 25 mars, il y avait l'interruption des instructions d'autorisation d'urbanisme, qui a laissé craindre à la profession qu'on n'aurait pas la capacité d'avoir des permis de construire étudiés jusqu'à fin juin. Donc là aussi, il y a une forte inquiétude, nous, de la profession, sur réussir à trouver des solutions pour reprendre au moins les parties qui sont pas liées à la partie travaux, mais toute la partie études et la partie instruction. Donc hier, il y a une ordonnance modificative qui réduit le délai d'instruction et qui retire le mois complémentaire qui était dans la première ordonnance. Mais il y a un vrai sujet sur comment on fait pour continuer les études pour qu'une fois qu'on sera sorti de ce 9, on ne soit pas devant un blocage de 6 mois, 9 mois. On a cette même problématique, nous, maîtres d'ouvrage professionnels, avec l'absence du second tour des élections, et donc la non mise en place de certains conseils municipaux qui peuvent avoir un impact sur la production, alors pas que sur les travaux logements, mais sur les travaux aussi de la FNTP, de la FEB, les gros équipements publics. Il y a un vrai sujet aussi sur l'avenir et après.
Xavier, juste, je voudrais un point. Mais je crois que le représentant du guide, là, n'est pas là. Il est préconisé d'établir un protocole de reprise de chantier. Oui. Je ne sais pas s'il y a des intervenants. Christophe Desplat, vous connaissez peut-être pour la CRAMI, vous connaissez ces sujets, peut-être vous pourrez répondre. Est-ce qu'il a été défini un modèle de protocole? Enfin, nous si vous voulez, les syndicats de copropriétaires nous réclament, vous voyez, un protocole type de reprise de chantier, puisque c'est préconisé de façon à ce que toutes les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde, de signer ce protocole de reprise de chantier. Est-ce qu'il y a un modèle qui a été défini? Est-ce qu'il y a un texte qui peut en préciser un peu le contenu? Christophe Desplat. Non, je voulais intervenir sur autre chose, mais je vais essayer de répondre à cette question. Donc, oui, je connais le guide qui est de l'OPP BTP. Ce que je peux dire, c'est qu'en l'état actuel, le modèle de protocole n'a pas été établi, mais que l'OPP travaille sur ce sujet, comme il travaille sur beaucoup de fiches complémentaires pour compléter le dossier actuel. Par contre, ben, voilà, je suis un petit peu moins en capacité de vous donner une échéance pour ce document-là. Monsieur Payen aurait été certainement mieux capable de le dire. Ok, merci. On vous apportera une réponse à tous sur ce sujet. Oui. Moi, je voulais sur le problème du coût, je voulais apporter un message d'espoir. Finalement, il y en a peut-être bien besoin actuellement. Je ne voudrais pas paraître trop naïf, mais j'ai plutôt des éléments à apporter, en fait. Le premier élément, c'est que l'assurance maladie risque professionnel est en train de travailler à une aide financière, donc on appelle ça des subventions prévention destination des TPE, pour aider les entreprises à s'équiper dans le cadre de la reprise. Ça ne concerne pas uniquement le BTP, ça va concerner tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est déjà un point important. Ce sont les partenaires sociaux qui réfléchissent à cela avec la direction de la CNAM. Je ne peux pas vous donner d'éléments précis parce que je ne peux pas parler en leur nom, mais voilà, sachez déjà que la branche travaille à ce sujet. Le deuxième point, c'est que l'OPP-BTP, comme l'INRS, travaille depuis longtemps sur prévention et performance. Les mesures dont on parle qui vont nécessairement entraîner, alors pour les surcoûts de matériel, évidemment, nous n'avons pas la réponse, mais un premier espoir, c'est déjà, vous savez que le maillon faible quand même sur les chantiers de BTP, c'est bien souvent l'hygiène. Quelque part, cette crise replace l'hygiène au cœur de nos préoccupations et je trouve que c'est plutôt bien pour la profession. Le deuxième point, c'est que parmi les mesures de distanciation sociale dont on a parlé de la mécanisation des approvisionnements, la mécanisation des tâches même pour pouvoir travailler. Et l'OPP-BTP, avec son programme prévention et performance, qui s'appelait autrefois DIMECO, et puis l'INRS qui a montré dans une étude que lorsque on pouvait anticiper cette mécanisation et la mécanisation des approvisionnements, en fait, finalement, on gagnait non seulement en pénibilité, en prévention, mais qu'en plus, on était susceptible de réduire les coûts de la construction et en particulier, c'est quelque chose qui permettra d'améliorer ou de tenir les délais. Parce que bon, si je prends quelques exemples, en fait, entre un chantier où vous n'avez aucune mécanisation des approvisionnements et des chantiers où vous avez toute une chaîne d'approvisionnement qui est bien pensée, vous pouvez réduire les temps d'approvisionnement des matériaux par 4. Allez, on va dire simplement, certaines études montrent même par 8. Donc là, il y a de l'espoir, en fait, si vous voulez. Ça va nous obliger à réfléchir, à travailler autrement. Et il y a des gains de productivité qui vont pouvoir être associés à des gains de pénibilité et de fatigue sur les chantiers. Et je pense que la profession doit aussi se mobiliser sur ces problématiques-là. En tout cas, en ce qui concerne l'assurance maladie risque professionnel, c'est un point sur lequel on essaiera d'apporter notre aide à toutes les entreprises, à tous les donneurs d'ordre.
Voilà, vous avez fait des annonces importantes, Christophe Desplat, et effectivement, alors, sur le financement. Et puis effectivement, en faisant leur part, les entreprises augmentent leur productivité. Et comme vous le dites, on arrive à récupérer aussi du temps et des coûts. Lionel Jeannot, tu voulais intervenir également pour la FIDI sur la partie, tu avais levé la main tout à l'heure. Est-ce que tu voulais apporter un propos complémentaire? Je voulais apporter deux petites remarques sur ce qui a été dit par rapport au coût. De toute façon, on est dans une situation où ce qui se passe cette semaine sera complètement peut-être différent de ce qui va se passer la semaine prochaine. Et c'est ça qui est très compliqué ces derniers temps, où on est en permanence en train de cogiter sur des projections qui sont retardées, qui n'ont pas lieu. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est très évolutif. Et pour la problématique des coûts, je pense qu'il faut, pour le coup, essayer de se projeter, comme nous, on l'a fait au niveau de la filière en rassemblant la Chambre des diagnostiqueurs et l'ULSB, c'est de rassembler avec les maîtres d'ouvrage et de, comme disait M. Charrier, de voir la liste des coûts. Les coûts directs, qui sont les achats de différentes fournitures, et les coûts indirects, les coûts cachés, qui vont être l'organisation. Et alors, je suis content d'entendre M. Desplat sur l'optimisation, et tant mieux, et les choses qu'on va pouvoir découvrir sur, j'allais dire, l'optimisation et de pouvoir travailler, j'allais dire, avec plus de sécurité et plus efficacement. Pour autant, il ne faut pas commencer à se renvoyer la balle. Je pense qu'il va falloir mettre les choses sur la table et que les coûts soient pris en charge par tout le monde, c'est-à-dire les intervenants, les maîtres d'ouvrage, les différentes parties prenantes, parce que le risque, il est collectif et il doit être géré par tous. Si on commence à entendre que ce ne sera pas telle personne ou telle personne qui ne prendront pas les coûts, on commence pas bien. Ça dépendra de qui a suspendu le chantier ou pas. Il faudra assumer ses responsabilités. Ne commencez pas à tenir ce discours. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à nos adhérents, c'est de tracer qui est responsable de la non-reprise du chantier. Parce que, voilà, donc c'est ça. Il ne faut pas dire tout le monde ne va payer. C'est ceux qui auront été responsables de la suspension ou de l'arrêt du chantier qui doivent payer. Ça, c'est clair. Nous, c'est la position que nous défendons. Il y a une question qui se posait d'ailleurs, Claude Pouet, là, je rebondissais là-dessus, qui était pour dire comment est-ce qu'on appelle ça, des cas de, pas une catastrophe naturelle, mais des cas, il y avait cette question-là d'arrêt de chantier pour cause. Oui, de force majeure, cas de force majeure. Cas de force majeure. Donc, les entreprises auront à défendre qu'elles n'ont pas pu continuer le chantier ou reprendre le chantier parce qu'elles étaient en situation de cas de force majeure. Oui, il y a des questions. Ce que j'entends dans ce que dit Claude Pouet, c'est qu'effectivement, il y a des questions aussi juridiques qui se posent et que effectivement, le partage de coûts n'est pas un élément si simple que ça. Oui, là, je finis. Il y a la période actuelle sur laquelle il va falloir terminer de gérer les chantiers actuels qui sont entre deux, et puis il va y avoir l'avenir, où là, il y aura des coûts supplémentaires qui, de toute façon, devront être pris en charge par les uns et par les autres. Ou pas. Problème réellement. Ou pas, Lionel Jeannot, parce que sur les coûts sécuritaires en plus qu'il faudra mettre en œuvre suite à cette crise terrible, ok, là c'est d'accord. Moi, c'est par rapport au présent, si vous voulez. Ah oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas encore me projeter dans l'avenir. Je suis dans le présent. Sur pas mal de chantiers, c'est le bazar. Voilà. Oui, parce que quand on a un immeuble avec un échafaudage et que ça coûte des milliers d'euros toutes les semaines, c'est de la responsabilité de qui? Et à un moment, comme le décrivait Alban Charrier, c'est que tout le monde ne peut pas payer parce qu'à un moment, il faut savoir qui va le faire. Alors peut-être qu'on peut laisser un petit peu de temps là, parce que je vois le temps qui a filé, mais on s'accorde quelques minutes de plus puisqu'il y a beaucoup de monde. On a 300 personnes en ce moment avec nous. Laisser un peu de temps pour les questions. On a des questions, Benjamin, Thaïs. Oui, alors beaucoup de questions. Mais heureusement, les intervenants ont répondu. La plupart d'entre elles, notamment celles liées à l'inquiétude sur les coûts. Donc, je vais passer à une question de Benjamin. Alors, il me semble que Alban Charrier avait répondu en partie, mais je vais laisser répondre, et éventuellement aussi Lionel Jeannot. Quelles sont les mesures prises par les ministères pour les échéances de certification? Parce qu'il n'y a eu aucune communication actuellement.
Alors, si, moi, à ma connaissance, il y a eu une communication de la DGT sur un question-réponse. On a vérifié pour avoir les dates très claires, mais tout ce qui est certification et qualification qui tombait dans la période d'état d'urgence du 12 mars au 24 juin sont prorogées de 2 mois et doivent être refaites pour être valables avant le 24 août. Toute chose égale par ailleurs, si l'état d'urgence devait être augmenté, il est fort probable que ça serait prorogé. Mais aujourd'hui, et donc ça, s'il y a une communication officielle DGT, hein, vous allez sur la page sur le site de la DGT, il y a une page avec, alors, qui ne concerne pas que le bâtiment, mais qui concerne toute l'activité professionnelle, et vous aurez un des paragraphes qui parle de la prorogation des certifications et qualifications, et en particulier dans le domaine de l'amiante, mais pas que, hein, toutes les certifications et qualifications de personnel, par exemple les qualifications ELEC, très certainement, enfin tout ce qui est qualification de personnel dans le cadre du Code du travail, sont prorogées. Si elles tombent en échéance entre le 12 mars et le 24 juin, elles sont prorogées de 2 mois après la fin de l'arrêt d'urgence le 24 août. Un petit complément, Xavier, c'est que le même texte aussi s'applique aux garanties de parfait achèvement, aux garanties décennales et autres qui tombent dans cette période de. Donc tout ça, c'est décalé jusqu'au 24 août, c'est-à-dire 3 mois après la fin théorique de l'état d'urgence, qui est le 24 mai. Benjamin, une autre question? Une question de Daniel sur la formation cette fois-ci. Pour Lionel Jeannot, je pense, les opérateurs de repérage amiante doivent être formés aux nouvelles procédures d'intervention qui, compte tenu que les organismes de formation sont à l'arrêt. Alors, on parle des formations Covid. On parle de quoi? Alors, les ORA doivent être formés, donc je ne sais pas, sur les procédures d'intervention. Oui, c'est formation Covid, hein, je pense. Oui. Alors, justement, à la fini dans le cadre de la sortie du protocole général, nous, en plus, on sort des procédures qui sont pratiquement clés en main et qui permettent de pouvoir appliquer les gestes et d'avoir les bons réflexes et de poser les bonnes questions aux maîtres d'ouvrage et entre autres les syndics de copropriété ou leurs représentants pour justement que ce soit applicable directement aujourd'hui dans des milieux bien particuliers qui vont être notamment des locaux inoccupés ou partiellement selon certains critères. Donc voilà, donc ces fiches, ces procédures permettent une utilisation dès maintenant en les lisant attentivement. Oui, tu veux dire, Lionel Jeannot, pour la FIDI, tu veux dire par là qu'il n'y a pas besoin de formation, que les fiches suffisent? Aujourd'hui, oui. Oui. Merci. Une question de Thomas. Pour les logements occupés, il n'est donc pas conseillé de réaliser des missions avant la fin du confinement? J'avais déjà posé à Claude Pouet cette question. Je suis bien content de répondre à cette question. Moi, c'est, si vous voulez, dans les logements privés, d'accord. Bon, aujourd'hui, il y a des entreprises qui interviennent en cas d'urgence ou comme ça. Et s'il y a des travaux, ce qui a été dit c'est par M. Jeannot tout à l'heure, c'est pour l'intervention des diagnostiqueurs. Donc, il pourra reprendre ça concernant sa profession. Concernant les travaux, aujourd'hui, si les copropriétaires, Alban aussi peut compléter, si les résidents sont d'accord, tout ça, donc si l'entreprise met en œuvre les mesures de précaution préconisées, les travaux peuvent se réaliser. Je ne sais pas si je corrige. Alban, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, enfin, après, donc là aussi, quand il y a une urgence, si vous avez une chaudière qui tombe en panne, il n'y a plus d'eau chaude ou il n'y a plus de chauffage, on va intervenir avec les gestes barrières. Après, sur la partie de diagnostic, si on doit faire des travaux dans un logement occupé, qu'on a besoin du diagnostic, aujourd'hui, on a plusieurs solutions. Le décret du 9 mai gère cette exemption-là. S'il y a un risque particulier pour le diagnostiqueur qui ne peut pas intervenir, on peut réaliser les travaux sans diagnostic dans les conditions de se mettre entreprise certifiée SS4, niveau d'intervention, niveau d'exposition maximum 1. Donc, ça, c'est traité. On a ces sujets-là. Si on a besoin d'un diagnostic, soit le diagnostiqueur peut, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de risque pour lui, qu'il peut intervenir, soit on intervient en protection, en entreprise SS4, mode opératoire certifié, niveau d'empoussièrement 1. Oui, Marc Charrois, peut-être pour la CAMI, vous pouvez rappeler effectivement ça, c'est cette option qu'il y a. Oui, effectivement, il y a des exemptions
qui sont précisés dans le décret du 9 mai 2017 et qui ont déjà été largement discutés. Hein. C'est sur finalement le sur-risque que pourrait subir un opérateur de repérage, par exemple, hein, puisque c'est mentionné clairement dans le décret, auquel cas il n'y a pas... il y a des dispositions complémentaires qui peuvent être prises. Il y a, par contre, quand on est en situation d'exemption, c'est-à-dire on ne peut pas faire de repérage amiante pour une situation d'urgence, réparation d'une chaudière, par exemple, comme le dit Alban Charrier, il y a nécessité de prendre des moyens de protection comme s'il y avait la présence d'amiante, puisqu'on ne sait pas. Donc, l'entreprise qui intervient doit considérer la présence d'amiante, même si elle n'a pas l'information. Ça veut dire aussi que derrière, forcément, elle a mis en œuvre des processus qu'elle est organisée justement pour intervenir dans cette hypothèse-là. Oui, c'est ça, hein, Claude Pouet, pour répondre à ta question, c'est effectivement, il peut y avoir des travaux qui seraient faits, c'est ça, et Lionel, hein, qui seraient faits sans le passage préalable d'un diagnostiqueur, puisqu'il y aurait un risque trop élevé d'intervention du diagnostiqueur. Et donc, ce qu'on appelle la sous-section 4, la SS4. Peut-être une dernière question, Benjamin, puisque le temps file. Oui, une question d'Élise. Quand les entreprises souhaitent reprendre les travaux sur un chantier, comment faire pour le suivi du chantier? Par exemple, quand le maître d'œuvre assure strictement le confinement, il ne se rendra pas sur place. On ne peut pas laisser les travaux se dérouler sans aucun suivi. On l'a un peu abordé avec notamment Claude Pouet de l'Arc. Je ne sais pas qui veut répondre. Éventuellement, je peux apporter un élément de réponse. Je pense que ça a été dit au travers des différentes interventions. Il faut vraiment, avant d'anticiper sur la reprise d'un chantier, il faut vraiment s'assurer que toute la filière finalement d'approvisionnement, mais également de surveillance chantier est disponible. C'est-à-dire, est-ce que la ressource laboratoire préleveur est disponible, pourra fournir les éléments de réponse d'analyse laboratoire dans les temps. On a entendu la personne de Refin préciser que beaucoup de laboratoires étaient en ligne justement pour intervenir. C'est vraiment un point, et d'ailleurs ça apparaît dans beaucoup de guides, c'est vraiment s'assurer que toute la chaîne d'approvisionnement, fournisseurs et équipements de protection, est opérationnelle. Sinon, ça peut remettre en cause, disons, la reprise d'une activité, en tout cas sur un chantier. L'intérêt de ce fameux protocole, dans lequel tous les acteurs, je dis bien, doivent s'engager à reprendre. Il est clair que si le maître d'œuvre ne veut pas reste confiné, donc là, il ne faut pas reprendre le chantier. On ne peut pas faire redémarrer un chantier sans maître d'œuvre. Il faut le tracer. Sa responsabilité sera engagée. Si le syndic reste confiné chez lui, il faut le tracer. Il faut que nous, on dit au conseil syndical, vous le tracez, et quand ce sera l'heure des règlements de compte, on verra bien qui a voulu se bouger ou pas. Donc, et les surcoûts, on fera tout pour qu'il les supporte. Oui, c'est ça. C'est finalement celui qui ne voudra pas réintervenir va bloquer les autres et donc ça imposera des coûts. L'ordre des charges architectes avait fait une publication d'ailleurs en disant qu'il ne voulait pas réintervenir. Hein. Oui, mais c'est clair, quoi. Les architectes ne veulent pas réintervenir. Donc, on peut pas, par rapport à la question factuelle qui a été posée, vous ne pouvez pas redémarrer le chantier si tous les acteurs, et surtout si le maître d'œuvre, si le CSPS, tout ça, ne sont pas présents. Au-delà de ce qu'a dit M. Charrois sur après l'entreprise, il faut qu'aussi l'entreprise s'engage, qu'elle a le matériel et tout ça. Mais autrement, il faut tous les acteurs. Les gros chantiers, il faut tous les acteurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui se réalise aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de maître d'œuvre ou comme ça, donc vous voyez, c'est facile à gérer et c'est de la coactivité. Par contre, les gros chantiers, on est en panne. On est en panne et on ne sait pas aujourd'hui comment ça va reprendre. On ne sait pas. Alban Charrier ? Oui, je partage en partie l'analyse de Claude sur la partie très juridique. Moi, juste dans l'esprit global aussi, c'est de rappeler que et c'est l'intérêt de chacun qu'on s'entende et qu'on essaie de trouver des solutions pour avancer. Ça coûtera toujours plus cher des contentieux avec demain un contentieux juridique avec des avocats. Ça nous coûtera cher et ça n'apportera pas grand-chose. Donc, l'intérêt aussi qu'on a tous en commun, mais là, Claude le partage aussi, c'est effectivement trouver une solution commune que l'ensemble puisse intervenir. Ça nous coûtera moins cher, ça relancera l'activité et au moins, ça sera de l'argent dépensé pour de la production réelle. Un contentieux de tribunaux qui vont mettre des années derrière, ça va coûter de l'argent à tous et ça n'apportera pas grand-chose à la société en général.
Eh ben, je souscris complètement, c'est-à-dire qu'on a deux problématiques. On a un problème de santé et un problème économique. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer les deux et c'est pour ça qu'il faut intervenir en mode dégradé dans certains cas et dans la majorité même. Mais il faut pouvoir répondre de manière à pouvoir assurer la sécurité et la santé et relancer la machine économique parce que là, tous les acteurs du monde économique sont en jeu et c'est pour ça qu'il faut vraiment relancer en mode dégradé, il faut en être conscient et avec la volonté de vouloir le faire et pas se cacher derrière des barrières qui n'en sont peut-être pas toujours. Oui. Donc, mais finalement, vous avez un mot optimiste tous. À la fin, on va peut-être pouvoir commencer à mettre fin à cette conférence. D'ailleurs, Christophe Desplat, merci à vous. Marc Charrois, mais je n'ai pas encore terminé. Pour la CRAMIF, merci à vous. Albin Charrier pour l'USH, merci à vous. Lionel Jeannot pour la FIDI aussi, merci à vous. Et Claude Pouet, bien sûr, pour l'ARC. Merci à vous et aussi à ce propos que vous avez tous tenu libéré. J'avais une petite chose, tiens, on va faire un petit sondage parce que vous savez qu'on a 8 autres conférences qui vont avoir lieu là-dessus parce que vous avez ce propos optimiste en disant il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore, ça coûtera moins cher que de tirailler les choses. Donc du coup, je vous mets un petit sondage pour si vous voulez participer, chers public à d'autres conférences. Vous pouvez voter pour plusieurs. Vous pouvez vous inscrire aux conférences que vous voulez. Vous allez recevoir aussi par email un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de cette conférence et c'est toujours important pour nous. Et ceux qui répondent, on fait un petit deal entre nous. Ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction, vous recevrez en retour aussi la vidéo de présentation parce qu'on va pouvoir monter cette conférence, on va faire un petit film parce que les propos ont été intéressants et on pourra vous les redonner. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Merci à vous tous. À bientôt.